avec Michel Lefranc qui va nous parler robotique et chirurgie rachidienne, alors que le collègue orthopédiste ne s'offusque pas, la chirurgie rachidienne fait aussi un peu partie de la neurochirurgie. Cher maître, chers collègues, je tiens d'abord à remercier monsieur Mélier pour son invitation. C'est un honneur pour moi de revenir. J'avais parlé un peu de robotique en stéréotaxie il y a quelques mois. Et on va vous parler d'une extension de l'intérêt en chirurgie rachidienne. Vous savez que l'évolution de la société tend vers une redéfinition à la fois de la dispensation et de l'organisation des soins. Que ce soit en pathologie dégénérative, la population évolue dans ses souhaits, dans son quotidien. Elle veut pouvoir retrouver une mobilité et retourner à ses activités, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, le plus rapidement possible. En pathologie tumorale, nos confrères oncologues veulent qu'on diminue, qu'on interfère le moins possible avec leurs thérapies qui sont de plus en plus ciblées, que ce soit l'immunothérapie. Et on a parfois des discussions sur l'intérêt d'un acte chirurgical s'il tend à arrêter une prise en charge oncologique qui porte un certain nombre de promesses. Si on y réfléchit bien, la prise en charge chirurgicale classique en chirurgie rachidienne est en réalité peu compatible avec ses souhaits par une nécessité de la voie d'abord et de l'exposition. Si on voit l'évolution à l'heure actuelle de la chirurgie rachidienne, elle est clairement vers le mini-invasif, dont l'objectif est de faire aussi bien en ouvrant beaucoup moins, avec des cicatrices plus petites, dont l'objectif de respecter le tissu, que ce soit musculaire, articulaire, afin de permettre une épargne des tissus, donc moins de douleur, moins d'infection, et puis une capacité de récupération plus rapide et ou de traitement adjacent plus rapide. La difficulté de ces limites, c'est clairement la courbe d'apprentissage, parce que vous pouvez faire un même geste sans voir. Et donc, c'est très bien décrit, la courbe d'apprentissage qui peut pouvoir réussir à être efficace en termes de chirurgie mini-invasive. Et puis, on a une limite liée à l'utilisation dans ces techniques de la fluoroscopie, qui est quasi en continu, et donc une problématique d'irradiation à la fois du chirurgien de son équipe, mais également du patient, à partir du moment où on va pouvoir renouveler les interventions. Alors, toute l'idée de la chirurgie avec une assistance robotisée, c'était comment réaliser une chirurgie mini-invasive qui puisse être accessible à l'ensemble des chirurgiens, faciliter le geste et le rendre plus sûr, c'est-à-dire plus reproductible et moins dépendant d'une personne à une autre. Alors pour ça, il faut toujours retourner à nos basiques, c'est-à-dire il faut qu'on ait nos repères anatomiques à un moment donné, il faut qu'on puisse avoir notre exposition, et ça c'est nécessaire pour sécuriser le geste. Il va falloir prendre en compte en direct l'interaction entre le chirurgien et le patient. On est sur un acte, une interaction entre le corps de notre patient et ce qu'on réalise. Et donc il va falloir prendre ces modifications pendant l'intervention. Il va falloir permettre l'utilisation de ces techniques mini-invasives telles qu'elles ont été d'ores et déjà montrées, que ça soit endoscopique, percutanée, etc. Et puis, on l'a montré déjà pour le cerveau, il va falloir pouvoir évaluer la qualité du geste, et ceci pendant qu'on le réalise, et d'en être certain qu'on a réussi nos objectifs avant la fin de cette dernière. Et en réalité, c'est pas juste une assistance robotisée qu'il nous faut, c'est un couplage de technologies, couplant assistance robotisée, les nouvelles techniques d'endoscopique et imagerie intraopératoire. Donc l'outil robotique, en fait, a cet intérêt de pouvoir se coupler, et là vous le voyez, l'outil qu'on a développé avec la société MedTech qui a été aujourd'hui rachetée par une autre société américaine, qui va pouvoir être couplé à la fois une approche telle qu'on la connaît, endoscopique percutanée, avec de l'imagerie intraopératoire et ces outils d'assistance dont je vais pouvoir vous montrer juste après. L'idée est donc de pouvoir utiliser cette nouvelle technique, de pouvoir virtualiser l'exposition chirurgicale, c'est d'avoir l'information sans voir, sur un écran et non pas au bout de nos yeux, et puis de pouvoir suivre en temps réel les mouvements du rachis ou n'importe quel autre mouvement tel que sont spontanés du patient ou induits par le chirurgien. Alors le robot ROSA, l'outil que je vous présente et que j'ai contribué à développer avec la société, ça permet quoi ? Ça permet d'abord une planification précise de l'acte opératoire.
Ça va de positionnement d'une vis lorsque vous faites une arthrodèse, mais c'est l'indication la plus primaire en fait de ce type d'outil. Positionnement d'un endoscope dans un espace intersomatique quand vous voulez faire de la chirurgie discale. Optimisation du placement d'un implant intracorporel quand vous faites de la traumatologie. Optimisation d'une sonde de radiofréquence quand vous voulez faire de l'ablation de tumeurs à proximité de structures nerveuses. L'outil va permettre un suivi en temps réel des mouvements du patient et ça grâce à ses capacités de tracking, je vais y revenir. Il va faire office de troisième bras porte-instrument, il va porter des sondes, des tournevis, des endoscopes. En fait, on peut imaginer les outils et ce troisième bras à volonté. Et enfin, le couple avec l'imagerie intraopératoire va permettre, tout comme on l'a vu avec l'imagerie IRM péropératoire pour l'encéphale, de vérifier la qualité de votre geste en péropératoire et voire de le compléter si l'objectif n'avait pas été atteint. Ce qui fait vraiment l'originalité par rapport à un outil de navigation, c'est ces outils de tracking. C'est le suivi dynamique en temps réel des mouvements du patient, tel que vous pouvez le voir ici. La deuxième originalité de cet outil, c'est cette capacité haptique, c'est-à-dire la capacité du chirurgien à interagir avec le troisième bras. Je reviendrai sur quelques développements qu'on est en train de réaliser avec l'équipe de maintenant Zimmer. Comment ça se passe une chirurgie avec le robot? En fait, il y a un temps d'installation. Le patient est en décubitus ventral. Vous installez votre imageur intraopératoire. Ici, c'est un scanner à capteur plan. Et puis, l'outil robotique. Il y a un temps d'acquisition des images et de recalage. C'est ce que vous voyez ici, où vous avez en fait la virtualisation qui va être faite à ce moment-là de vos repères anatomiques. Donc il y a la mise en correspondance, le recalage qu'on voit ici. Puis on va avoir un temps de planification dont on voit, c'est peut-être une limite pour l'instant, qui est péropératoire. On ne peut pas complètement planifier notre geste en avance. Le détail du geste tel qu'il va être réalisé va être fait à ce moment-là. Une fois que vous avez fini votre planning, il y a la réalisation en tant que telle avec un contrôle partagé par le chirurgien. Vous voyez que c'est toujours le chirurgien qui réalise le geste, mais avec un troisième bras porte-instrument et puis une grande partie des gestes où on ne va plus regarder le corps de notre patient, mais les écrans qui objectivent ce qu'on est en train de réaliser avec un suivi en dynamique par une sorte de navigation de ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire que lorsque vous vissez, vous voyez votre vis descendre à l'écran et vous pouvez vérifier si ça correspond à votre planning. Pour pouvoir aller plus loin dans ce type d'apport, il fallait quand même vérifier les basiques. C'est est-ce qu'on peut être précis avec ce type de technologie? Et le meilleur étalon était de vérifier si on peut pouvoir mettre, et ça correspond à son marquage primaire, CE, c'est de vérifier si on peut mettre une vis exactement à l'endroit où on l'a planifié. Là, vous pouvez voir qu'on a repris les données de la littérature actuelle avec une absence d'effraction pédiculaire, une effraction pédiculaire de moins de 2 mm, plus de 2 mm, plus de 4 mm dans les grades D, qui est la référence actuelle. Si on revient, on n'est malheureusement pas encore à un outil à 100%, mais je suis jamais sûr qu'on puisse avoir du 100%. Mais on arrive sur nos outils, en tout cas en précision cadavérique, à quasiment 98% de grade A, une seule vis en grade B et pas de grade C ou grade D. Ça, c'est sur du cadavre, mais sur lequel on fait respirer faussement. C'est-à-dire que le cadavre bouge, on a mis un respirateur et on reproduit vraiment une chirurgie la plus finement possible. On a pu, sur le cadavre, par contre, vérifier la précision en lui-même de l'outil. Est-ce que l'implant est là où vous l'avez planifié? On a une précision qui est aux alentours du 1,5 mm. Ça, c'est une moyenne, mais qui correspond à ce que vous avez vu en démarche stéréotaxique quand on veut mettre une électrode à l'intérieur du cerveau. Donc, c'est exactement le même type de précision. Qu'en est-il de la pratique crânique? Là, on reprend les 100 premières trajectoires qu'on avait fait, que ce soit vis, implant intracorporéaux, et vous voyez qu'on va avoir 99% de grade A et B, et 96% de grade A. La plupart du temps, quand on regarde bien, on a l'apprentissage quand même de l'outil, c'est-à-dire ce qui va nous faire rater notre cible. Par exemple, ce grade C, c'est clairement un ripage, c'est-à-dire qu'on a fait une planification où l'emploi d'entrée dans la vertèbre est très peu tangentiel à
à la trajectoire qui est faite. Donc on a clairement ripé, et ce qui nous a fait diminuer, perdre en précision. On a pu s'en rendre compte en opératoire, et en fait, à l'heure actuelle, tout comme on le fait en chirurgie ouverte, on utilise une technique pour essayer de faire une sorte de cône, comme on enlève avec notre gouge habituellement notre point d'entrée, pour pouvoir limiter ces effets. Si on regarde juste sur les arthrodèses, on a 99,1% de bon positionnement, ou acceptable, c'est-à-dire A ou B, pas de neurotoxicité et pas de reprise sur les 25 premières chirurgies d'arthrodèse réalisées dans le service. Là, on est sur l'expérience personnelle, hein, c'est plus de 100 patients depuis 2017, une grosse majorité de rachis dégénératifs, hein, beaucoup, essentiellement du mini-invasif, parce que c'est là qu'est l'intérêt de l'outil. Et puis, vous voyez qu'il va nous servir dans multiples gestes, hein, que ce soit pour la réalisation d'arthrodèse, mais également la chirurgie percutanée discale, qu'elle soit purement percutanée ou avec un écarteur mini-invasif. Et on va pouvoir utiliser également cet écarteur mini-invasif qui va être porté par le bras du robot, parce qu'en fait, on va avoir une planification, on est exactement au regard de ce qu'on a planifié, et on réalise le geste. Tel qu'il a été repensé. C'est-à-dire qu'on n'a pas un écarteur juste pour pouvoir descendre, on a un écarteur qui correspond à une trajectoire, un objectif. Si on regarde en L5 et 5, le positionnement est immédiat et on va aller directement aller chercher la hernie. La plupart du temps, vous n'avez plus besoin d'exposer directement le nerf, ça paraît perturbant par rapport à ce qu'on a appris. Vous savez où est-ce qu'il est parce que vous savez où est-ce qu'il est à l'écran, et vous le voyez, la décompression se faire qu'à la fin, ce qui change fondamentalement également votre risque opératoire lorsque vous faites la chirurgie. En traumatologie rachidienne, je ne reviendrai pas, mais on a l'utilisation avec un temps d'occupation de salle, ça paraît lourd, mais qui est pas plus longue que sous scopie classique, c'est-à-dire le temps opératoire et d'installation est de moins d'1 heure, comme pour une chirurgie classique. Et puis, on a démarré maintenant depuis 2-3 mois la chirurgie de l'ablation par radiofréquence, que je vais vous montrer une illustration juste après. Alors si on regarde en vitesse comment ça se passe, c'est juste pour vous montrer les capacités de tracking, je ne vais pas vous faire vous embêter avec tout, mais là vous avez le fait de pouvoir descendre donc, par des tubes dilatateurs exactement en chirurgie percutanée, puis la capacité du robot à suivre n'importe quel mouvement spontané ou ce que vous faites. Et c'est ça qui va permettre à un moment donné de pouvoir avoir la précision qu'on a pu vous montrer juste avant, avec voilà un geste où on va aller avoir ce partage entre les deux, et puis ce que vous voyez à l'écran, vous voyez ce que vous avez planifié, ça passe un peu vite, et puis juste après, là on va mettre la vis, vous allez voir, et juste après vous voyez ce qui est en train d'être réalisé, donc vous avez un contrôle également de la qualité de la réalisation par l'équivalent de navigation opératoire. Donc vous voyez, vous pouvez descendre et vérifier que ce qui a été planifié correspond également. Donc là, si vous ripez, vous en rendez compte maintenant avec ce système-là également. En chirurgie discale, l'implication, c'est quoi? On s'est tous opéré une hernie discale, et ça depuis les premiers semestres de neurochirurgie. Par contre, on a commencé l'ambulatoire depuis le mois de septembre. C'est 100% de mes patients, quels qu'ils soient, tout venant. Donc, c'est-à-dire que quand on passe aux moyennes nationales de 5 à 10% de chirurgie ambulatoire, on est passé à 100%. 100% des patients sont tous ressortis le jour même, ce qui change clairement la donne. Alors avec certes un parcours patient qui a été adapté, on pourrait revenir dessus, on a une préparation, mais en tout cas les capacités réellement mini-invasives permettent de clairement rechanger le parcours de soins du patient. Vous voyez comment se passe la chirurgie discale ici, le type d'information. On a beaucoup moins de douleurs lombaires, donc une capacité à rentrer au domicile. Une autre chose intéressante, c'est les capacités d'utiliser la radiofréquence. La radiofréquence, c'est très utilisé pour les autres zones, ostéome, ostéoïde en radiologie interventionnelle, très peu dans le rachis. Pourquoi? C'est la proximité avec les nerfs, comme d'habitude. Et là, vous avez la possibilité de planifier exactement l'endroit où vous voulez mettre la sonde. Donc, vous allez pouvoir descendre. Alors, vous avez à la fois du palliatif. Vous voyez une patiente que j'ai pris en charge, on me l'amène alors je fais beaucoup de neurochirurgie fonctionnelle, donc pour de la douleur, une pompe, mais pour finir, elle n'a que ça comme métastase. Elle a des douleurs radiculaires. Pour finir, j'ai pu faire 4 trajectoires de radiofréquence pour pouvoir réaliser son ablation, qui est palliative en réalité. Vous voyez l'IRM à 6 semaines.
L'intérêt, c'est qu'il n'y a plus d'effet de masse, la dame n'a plus de radiculagie et surtout, elle ne prend plus de morphine. Donc on est passé d'une technique où apparemment on aurait mis une pompe et on sait bien que c'est pas si facile de garder les jambes, qui aurait été déficitaire définitivement à quelqu'un qui, à 50 ans, continue à marcher, est arrivé en fauteuil roulant et marche lors de la consultation. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis, on a on démarre le programme de radiochirurgie, une radiochirurgie sans cadre, alors qui a ses défauts, mais aussi ses avantages, c'est qu'on va pouvoir l'attribuer à d'autres endroits que l'encéphale. Et on est en train de démarrer ce qui est beaucoup de thérapies combinées. Là, vous voyez une patiente avec une tumeur du sein, à qui j'ai commencé à faire une radiofréquence. La radiochirurgie, là, vous voyez pas la dosimétrie. Quelques jours après, et après elle va avoir une ostéosynthèse, comme ce autre monsieur qui avait eu la même chose, mais dans un temps inversé, c'est-à-dire qu'on avait fait l'ostéosynthèse avant. Donc on arrive à la réalisation avant-après d'un patient qui a une tumeur du rein, qui est radiorésistante, à qui on va pouvoir proposer un traitement curatif, et le tout en mini-invasif, sans arrêt des traitements oncologiques et les nouvelles immunothérapies telles qu'elles se développent. Et là, vous voyez celui qu'on est en train de prendre en charge cette semaine. On a les capacités de visée de la radiochirurgie, d'augmentation des doses, et puis le couple avec la robotique opératoire dans une optique mini-invasive. Vous voyez qu'il y a beaucoup de promesses, encore beaucoup de travail à faire pour rendre les choses accessibles à tout. En tout cas, le robot, ou plutôt le couple imagerie robotique, permet d'obtenir des informations qui sont nécessaires à un geste virtualisé et permet d'avoir un accès facile à des techniques mini-invasives parce qu'elles sont plus simples, pas forcément plus simples, mais en tout cas plus sûres et plus reproductibles, parce que vous savez où vous êtes. Et ça paraît bête, mais quand on sait où on est, le geste se trouve facilité. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette jolie présentation. Philippe ? Merci beaucoup pour cette très belle présentation, Michel, que j'ai déjà eu le plaisir d'écouter et toujours avec un plaisir renouvelé. Merci beaucoup. Je trouve que vraiment, par rapport à ce que nous discutions avec, je me souviens, notre maître, monsieur Raymond Roy-Camille, à l'époque, et on voit qu'en l'espace de ces 30 dernières années, c'est une innovation très importante. On a vu aussi ce que tu as très bien décrit, c'est-à-dire l'asservissement du robot au pédicule et à la structure pédiculaire, les difficultés que tu as dites par rapport à éventuellement la fuite que l'on a par rapport à des surfaces osseuses que l'on retrouve aussi en stérotaxie et qui sont des choses que l'on connaît bien, et effectivement la technique du cône que tu as développée et qui est un élément très important justement de fiabilité dans le vissage pédiculaire, et on voit aussi l'adaptation dans les hospitalisations, modalités nouvelles d'ambulatoire. Enfin, je trouve que tout ça, c'est assez merveilleux parce que ça fait partie à un moment donné de nos rêves, de l'application de la stérotaxie à la chirurgie rachidienne, et qui, grâce au robot et au développement que tu nous montres déjà depuis quelques années, se poursuit. Et on va vraiment te remercier pour ça, et qui est un exemple aussi à suivre sur la chirurgie naviguée du rachis et sa grande fiabilité. Faire attention, Voltaire, ne tient pas bien cette... Maréchal. Merci beaucoup. Pardon. Oui, pardon, je vois qu'il y a une question, excusez-moi là-bas. Oui, allez-y. Yves Chapuis, oui. Oui, je m'excuse, parce que la question que je vais vous poser s'éloigne énormément de ce que vous venez de nous montrer, le mot de rêve a été prononcé, et c'est vrai que pour les gens de ma génération, nous rêvons quand on vous entend présenter des communications aussi remarquables que celles que nous entendons de votre part. Non, moi je vais vous poser une question alors un peu terre à terre. Vous avez fait allusion au robot Rosa. Or, si j'ai bien compris, jusqu'à une date récente, le monopole du robot était le Da Vinci, et que les brevets pris par cette industrie fantastique interdisaient à d'autres constructeurs, en particulier les Suisses qui avaient envisagé de fabriquer un robot qui ne soit autre que celui qui vient des États-Unis. Alors, ce robot Rosa, je m'excuse, ça s'éloigne bien sûr, mais c'est une pratique, c'est un aspect pratique quand même. D'où vient-il ?
C'est une création française. Hein. C'est un ingénieur montpelliérain qui a développé sa boîte après avoir travaillé sur le premier robot stéréotaxique. Hein. L'histoire, c'est qu'il a travaillé avec le premier robot qui a été développé avec M. Benabid à Grenoble, et qui est le Neuromètre, qui avait le premier robot qui était vraiment rentré dans l'ère de la stéréotaxie, mais qui était vraiment très dédié à une chirurgie guidée par l'image pour le crâne. Eux, ils ont repris ce même principe et ils l'ont développé, mais à la différence du robot Da Vinci, où c'est vraiment un télémanipulateur qui nous rend plus précis grâce au retour haptique, là c'est un troisième bras, faut s'imaginer comme un troisième bras. Donc ce que vous faites avec le Da Vinci, c'est strictement impossible avec le robot Rosa, et inversement, d'où l'absence de problématique de brevet. Alors la boîte, elle était française jusque cet été, et maintenant elle est américaine, mais bon, a priori les développements continuent, on va continuer, donc tout va se pouvoir se faire. Monsieur Desgeorges. Oui. Est-ce que le robot... Micro, parce que si vous parlez sans micro, on aura la réponse, mais on n'aura pas la question à la vidéo, ce qui est dommage. Ah, micro. Alors, le micro est là-bas. Moi, je voulais vous poser une question concernant les indications respectives de la chirurgie mini-invasive classique et du robot. Est-ce que vous avez séparé les deux, ou est-ce que systématiquement vous utilisez le robot? En chirurgie abdominale, on a maintenant tout de même des lésions qui sont traitées spécifiquement par le robot, mais il y en a peu. Alors, là où il y a un vrai intérêt pour le robot, c'est dès que vous réalisez du mini-invasif. Il y a quand même du limite aux abords mini-invasifs. Si vous devez faire une laminectomie sur 3 étages, ça correspond pas à un apport de faire ça avec le robot. Par contre, tout acte mini-invasif peut être réalisé sous assistance robotisée parce que vous virtualisez et qu'on est sur des tout petits espaces, donc c'est vraiment très intéressant. Mais il est vraiment centré et dédié vers une chirurgie mini-invasive. Donc la limite du robot, elle est au mini-invasif. Une scoliose, pour l'instant, clairement, il y aura d'autres outils plus adaptés que le robot Rosa pour une chirurgie de scoliose où on a d'autres choses. Sauf à repenser à la chirurgie de scoliose par d'autres moyens, ça c'est d'autres choses que peuvent avoir, en tout cas nos confrères orthopédistes pédiatriques à l'idée. Juste une petite intervention effectivement sur la terminologie robot qui est un peu confusogène. Le Da Vinci, il est asservi au chirurgien. Le Da Vinci n'est rien sans chirurgien. Les robots de type Rosas pourraient à terme se passer du chirurgien. C'est ça la différence. On vous voit visser la vis, rien n'empêche le bras articulé avec la mécanique plus complexe de le faire à votre place. Alors, on peut toujours tout imaginer, ça c'est évident. Je pense que pour l'instant, il est incapable de faire une planification, il est incapable de vérifier, il n'a pas cette capacité, il a besoin encore de l'intelligence humaine pour pouvoir réaliser l'acte. Donc on est vraiment sur un outil d'assistance. Après, je ne suis pas sûr que pour l'instant les constructeurs essayent de remplacer le chirurgien, ils essayent d'optimiser cette assistance parce que c'est interdit au niveau européen et américain, de toutes les façons, il faut que ça soit servi. Mais voilà, par contre, tout bêtement, il y a des histoires de draping, on parle d'impédance-métrie, de coupler l'impédance-métrie au robot. Exactement comme on a en DBS, vous pouvez mettre votre impédance dans les plans de l'espace et vous saurez où vous ripez, vous pouvez vous corriger. Et là, vous serez encore plus assisté dans votre geste. Donc on va aller encore plus loin dans des outils d'assistance. C'est tout à fait le problème, parce que mettre des vis dans des pédicules lombaires bas, bon, on fait quelques erreurs, mais enfin, dans l'ensemble, on en a mis beaucoup et pas trop mal. Ce qui est compliqué, c'est quand on monte au-dessus, et notamment quand on a des pédicules minces ou quand on a des rotations vertébrales, comme c'est le cas dans les scolioses. Et là, j'aimerais savoir si vous avez espéré que le robot, parce que c'est là où vraiment le robot nous apporterait un plus. Et puis la deuxième question, l'ablation des hernies discales par les méthodes mini-invasives, c'est bien, mais les hernies, bon, on les a enlevées avant. Le problème, c'était pas d'enlever les hernies, c'était ce qui se passait après, c'est-à-dire la cicatrisation qui suivait, qui n'était pas toujours très bonne et qui pouvait laisser des douleurs, vous le savez, chroniques, ce qu'on appelait à l'époque la fibrose, qui a peut-être changé de nom, mais peu importe. Mais l'écueil de la hernie discale, c'était pas tellement de l'enlever, c'était
de ne pas avoir de séquelles douloureuses post-opératoires liées à une mauvaise cicatrisation. Alors, est-ce que la méthode mini-invasive, que vous avez parlé de la technique mais pas des résultats, vous donne moins de ces complications douloureuses chroniques post-opératoires que les méthodes classiques? Alors, les douleurs neuropathiques par atteinte du nerf sont un problème qui est un petit peu différent, effectivement, que de la résection simple de la hernie discale. Donc, il n'y a pas ou peu de changements. Pour l'instant, on ne vend pas du tout moins de douleurs neuropathiques aux patients. Donc, le risque est identique. Ce qu'on va vendre, c'est une récupération plus rapide, c'est un respect beaucoup plus important aussi des structures musculaires. C'est une capacité de réopération qui est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de fibrose, etc. Par contre, si vous avez déjà des notes neuropathiques, des hypoesthésies, des choses en préopératoire, donc à fort risque de douleurs neuropathiques post-opératoires, il n'y aura pas de changement avec le mini-invasif. Ça, c'est bien pour ça que dans le parcours de soins, la prise en charge du malade, il faut bien monitorer et savoir ce que vous revendez aux patients. Par contre, la reprise rapide des activités, c'est pas rien, hein, parce qu'on voit que dans certains centres, les gens, ils n'ont pas le droit de reprendre la voiture avant 6 ou 8 semaines. Nous, on reprend la voiture 15 jours après, je fais un arrêt de travail de 15 jours. Donc, à moins d'avoir une activité qui contre-indique clairement un port de charge lourde, mais c'est vraiment relativement modéré. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va changer. Après, vous révolutionnez pas la chirurgie de la hernie discale en termes de résultats cliniques. Sur la douleur radiculaire, c'est pareil. Oui, félicitations effectivement d'avoir amené le robot Rosa, qui est le dérivé du robot, je dirais, Benazir, qui existait depuis longtemps, mais qui était dédié. Une question, on a bien compris cet après-midi qu'il va falloir vivre dans un environnement de bloc opératoire, d'imagerie au même étage et correspondant. Est-ce qu'on m'a dit, cette solution m'intéresse beaucoup, mais que le robot Rosa, en ambiance IRM, entraîner quelques troubles au niveau de l'IRM. Il faut s'imaginer l'organisation comme elle est déjà prévue, c'est-à-dire que le patient, il peut pas avoir, le robot ne peut pas être juste contre l'IRM. Par contre, dans une organisation telle qu'elle est montrée à Lille, ça ne pose aucun souci. Hein. Moi, je suis passé aussi un peu à Londres où il y avait une IRM intra-opératoire également. C'était une grande salle, c'était même pas séparé. Ce qu'il faut, c'est 2,50 m. Et on avait le micro à 2,50 m. Alors après, la vigilance, nous, ils accepteraient peut-être pas juste un bandeau comme il y avait à terre à Londres. C'était rouge, pas de ferromagnétique. Puis on rentrait, on avait une petite chose à signer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut des plateaux techniques avec de l'imagerie. Et que l'imagerie, il n'y en a pas qu'une qui est parfaite. Il nous faudra à peu près tout. Et dans des centres comme Lille, ils peuvent le réfléchir au niveau d'une clinique de neurochirurgie. Dans des centres comme Amiens, on réfléchit au niveau de la chirurgie globale, parce que les chirurgiens viscéraux, vous avez besoin d'IRM pour vos foies. Les chirurgiens orthopédistes, vous avez besoin d'IRM pour vos genoux, pour vos hanches, pour des choses. Vous avez besoin aussi d'imagerie osseuse, donc des scanners à capteur plan comme nous, tout comme les chirurgiens vasculaires. Et en réalité, nous, sur Amiens, on réfléchit à des plateaux techniques à disposition des chirurgiens et pas des outils appartenant à telle ou telle discipline. Après, je suis d'accord que le schéma financier n'est pas encore totalement obtenu. Pour les imageurs hybrides, ça commence à rentrer, mais pour l'imagerie parenchymateuse et ces tissus mous, c'est plus difficile. Oui, il y a une problématique qui est importante aujourd'hui. C'est ce que tu viens de dire, Michel. C'est qu'en fait, on a l'absolue nécessité de faire évoluer une partie de nos chirurgies sur des actes interventionnels navigués et guidés par l'image, quoi, hein. Donc, ce qui était en fait la méthodologie stéréotaxique déjà initialement dans son esprit, hein. Et on voit bien que de ce fait, à partir de l'expérience de Lille, en travaillant effectivement avec nos collègues interventionnels, dont c'est à peu près le même métier, on se rejoint beaucoup dans le métier, eh bien, on converge vers un progrès de nos activités chirurgicales qui sont telles qu'elles ont été décrites déjà à plusieurs reprises dans les séances de l'Académie,
et qui doivent évoluer dans ce sens, ce d'autant que parallèlement, les nouvelles organisations hospitalières avec le développement de l'ambulatoire vont aussi pousser dans ce sens-là, et de manière à faire que le geste chirurgical soit de plus en plus sûr, fiable, reproductible, avec des courbes d'apprentissage qui vont se réduire, puisque de ce fait, il y a une nouvelle évolution du métier, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Paul Lejeune. C'est-à-dire que le chirurgien va passer d'une phase, comme les pilotes, à surveiller, monitorer un acte opératoire au travers des éléments qui lui reviendront par l'imagerie, le monitoring et différentes sources d'informations, et qu'il corrigera en permanence de manière à les adapter à un geste le plus fiable et efficace possible. Donc c'est vraiment un esprit de progrès et d'évolution des choses. Y a-t-il d'autres interventions? Bien, écoutez, merci Michel. Monsieur le Président, peut-être clore la... Toute petite conclusion. D'abord, je voudrais vous remercier pour votre attention et les questions posées. Je voudrais remercier mes collègues d'avoir accepté l'invitation pour venir vous présenter les approches technologiques nouvelles. Encore un peu loin de tout ce que peut offrir les NBIC Convergence, mais comme vous pouvez le voir, ça va vite, ça va très vite. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les intervenants qui nous ont projeté quelques années-lumière dans l'espace. Merci.